Saviez-vous que les ondes électromagnétiques peuvent influencer notre santé, notre niveau de stress, notre fatigue ou même notre équilibre émotionnel? Dans notre monde ultra connecté, elles sont partout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de minimiser leurs effets et de protéger notre bien-être. Espace Mom, une marque française innovante, a mis au point des solutions anti-ondes après des années de recherche. Leur mission? Nous aider à prendre soin de nous et de notre environnement simplement et efficacement. Avec Espace Mom, vous avez accès à des outils conçus pour vous. Des pendentifs anti-ondes, discrets et élégants pour une protection au quotidien. Des matelas et coussins énergétiques, parfaits pour se régénérer et booster son métabolisme. Des correcteurs pour harmoniser votre habitat, créant un espace de vie sain et apaisant. Espace Mom vous offre un cadeau de 10% de remise pour débuter votre transition vers un mode de vie plus équilibré. Pour bénéficier de cette offre, appliquez le code promo EVEIL. EVEIL. Rendez-vous sur le site Espace Mom, espacemom.com, ESPACEMOM.com, pour découvrir ces produits certifiés et pensés pour votre bien-être. Bienvenue à la communauté des consciences qui s'éveillent. Écoutez une interview exclusive avec un intervenant passionné par le mieux-être, alliant un équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Des personnes en quête de sens porteront leur voix au micro du podcast pour vous apporter une meilleure connaissance de vous-même, des autres et de l'environnement. Il y aura aussi bien des thérapeutes que des médecins, des auteurs, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des artistes, des réalisateurs, des journalistes et des porteurs de projets sens. Mon objectif est qu'après chaque interview, votre énergie se sente décuplée, que vous soyez reboosté pour croire en vos rêves et pour continuer votre cheminement personnel. Pour soutenir ce projet Sens, vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes, vous abonner à la newsletter sur le lien Linktrambio via le compte Instagram ou Facebook, nous suivre sur les réseaux mais aussi faire un don ou commander un Zafou ou Bolster de la marque Consciousness, fabrication française et produits de grande qualité assurés. Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse d'accueillir Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Evelyne. Comment tu vas ce matin? Eh bien, je suis, reposé, attentif, prêt à échanger avec toi et à partager avec plaisir. Eh ben, en tout cas, on est heureux aussi de t'accueillir. Plein de sujets, passionnants, sur, toutes tes multipotentialités et puis tout ce que tu fais aujourd'hui. Donc je vais te présenter bien sûr pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas encore. Frédéric, tu es énergéticien holistique maintenant depuis 2018. Tu accompagnes les personnes qui te consultent, que ce soit sur les plans émotionnels, les plans plutôt psycho-émotionnels, physiques et spirituels. Tu es multicasquette puisque tu es aussi un entrepreneur multipotentiel, comme je le disais tout à l'heure. Tu as touché au graphisme, à la communication, au marketing, au développement personnel, hein. Tu es rentré aussi dans la marmite du fameux développement personnel. Tu es aussi donc coach spécialisé dans l'émergence des talents et en parallèle, tu explores aussi les convergences entre sciences physiques et philosophie spirituelle. Tu partages tes découvertes aussi, hein, par le biais de conférences, mais on ne va pas forcément rentrer dans le sujet ce matin. Puisqu'aujourd'hui, on va aussi se concentrer justement sur, ta casquette de thérapeute en Theta Healing. Alors j'avais une question pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, Frédéric. En quoi ça consiste justement cette méthode Theta Healing dont tu as été formé? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors, le detailing, c'est donc une technique, de développement personnel. Alors on peut la présenter de différentes façons, c'est aussi une technique de guérison énergétique, qui fonctionne, avec, les caractéristiques, de l'énergie dans l'infiniment petit, donc ça rappelle, des éléments de la mécanique quantique et puis c'est aussi une approche, spirituelle parce qu'on guérit avec l'énergie de création. Sans dogme, religieux, mais il y a vraiment pour la fondatrice, ce lien et cette commande qu'on fait de guérison ou de déprogrammation de croyances, Mmh. négatives à ce qu'elle appelle le créateur de tout ce qui est, voilà, ou d'autres pourraient nommer ça, Dieu. Moi, j'appelle ça l'énergie, ou autre. Donc c'est une méthode qui agit au niveau du subconscient, comme, l'hypnose, ericksonienne ou autre, sur les sentiments, sur les croyances. Alors, on est aujourd'hui, un demi-million de praticiens dans de très nombreux, pays. Donc ça permet, de se libérer de traumatismes, de stress, de peur, de phobie, de blocage,
des croyances limitantes et plein d'autres sujets. Donc effectivement, on peut agir, sur le plan, physique, sur des troubles, au niveau santé, psychosomatiques ou autres, sur des cas assez, lourds, Mmh. et puis on agit aussi sur le plan, psycho-émotionnel. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire une bonne anamnèse, une bonne, phase de questionnement, de questionologie au début pour Mmh. identifier la croyance source, parce qu'en theta healing, plus on identifie la croyance source avec précision, plus on va être efficace, D'accord. dans l'intention et dans la commande. Et pour l'anecdote, le theta healing, donc ça vient du mot theta, donc on parlera justement des ondes theta, Mmh. tout à l'heure. Mais, theta, en fait, ce qu'on connaît moins, on sait qu'il y a les ondes alpha, bêta, theta, et cetera. Et ce qu'on sait moins, c'est que theta, c'est un mot, d'origine, égyptienne et aussi grec, et qui signifierait le mot âme. D'accord. Donc je trouve ça intéressant, et donc pour finir de te répondre à cette première question, le theta healing, ça va aussi faire référence au yoga Kundalini, puisqu'on va faire une visualisation du corps, de la personne, et passer, on va faire un body scan et on va regarder tous les chakras, principaux. Donc on va apporter ça. On parle aussi du principe de libre arbitre, du choix de guérir ou de ne pas Mmh. guérir. On parle aussi du pouvoir de l'observation. Ça, c'est un des sujets connexes à la physique quantique sur, l'importance de l'observateur dans le comportement de l'énergie, qui peut basculer d'un état vibratoire à un état, particulier. Bah, il se passe ça aussi, pendant le soin. Et puis, bah, le fonctionnement effectivement des ondes cérébrales, et donc, Mmh. mettre la personne dans un état de conscience modifié pour accéder au subconscient et résoudre ce qu'on ne peut pas résoudre, par exemple, en coaching. Mmh. Merci beaucoup pour toutes tes explications, bien précises. Mais justement, j'avais une question, qui est le fondateur ou la fondatrice, de cette méthode? Alors la fondatrice, donc c'est une femme, qui s'appelle, Diana Stibal, ou Steibel, je sais pas comment on prononce, donc c'est Stibal, C'est S-T-I-B-L. compréhensible. Et donc Diana, elle a, donc son histoire, c'est que elle, depuis toute petite, en fait, elle avait canalisé, une forme de soins, pour guérir les gens. Donc elle guérissait des personnes, depuis jeune, et il paraîtrait que, voilà, déjà dans les années 2000, elle disait avoir opéré, 20 000 lectures et guérisons. On parle de lecture de corps, lecture et des guérisons, donc c'est monumental. Et en fait, son histoire, c'est qu'elle a, elle guérissait beaucoup de gens, et un jour, elle a elle-même été confrontée à des problèmes, de santé. Donc elle a eu une tumeur au niveau de la jambe, je crois que c'est le tibia, mais je suis plus sûr, au niveau de la jambe, Mmh mh. et en fait, bien, c'était assez, grave, et on lui disait, voilà, elle avait des béquilles, on lui disait: «Bon, bah, faut plus poser le pied au sol», et il y avait un risque de perdre la jambe, quoi, et donc à un moment donné, elle s'est dit: «Je n'ai jamais essayé d'auto-soin de toute ma vie, et bah, je vais essayer, de pratiquer ça sur moi». Donc, ce qu'elle a fait sur autrui, elle a essayé sur elle-même. Donc elle a fait donc ce chemin vers le créateur de tout ce qui est. Elle a, fait une visualisation de guérison. Elle a commandé la guérison, et suite à cela, et bien, quelques dizaines de minutes plus tard, elle s'est levée, elle n'a plus senti de douleur, elle arrivait à marcher sans ses béquilles, elle est sortie, elle s'est fait une petite balade, et puis, bah, après, quand elle est retournée voir le corps médical et qu'il y a eu radio, et cetera, bon, bah, il y avait plus de tumeur, il y avait plus de traces. Donc, au niveau sensation et au niveau factuel, heu, Mmh. radio, il y avait plus rien. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle des guérisons miraculeuses. En tout cas, Mmh. c'est le récit de cette femme. Et donc, bah, ça fait du bruit, hein, puisque, bah, les gens, voilà, voulaient aussi bénéficier de ces soins. Donc elle a un peu saturé en termes de soins, donc elle a formé des gens à cette technique qui portait un autre nom avant, puis qui est devenu, le theta healing, parce que elle a eu, un compagnon pendant longtemps, peut-être qu'elle est toujours avec ce monsieur-là, qui était hypnothérapeute. Donc elle s'est intéressée à l'hypnose ericksonienne, et cetera, et elle a vu des parallèles assez intéressants, et elle a constaté qu'effectivement, au-delà d'un voyage, et bien, puisque c'est à la fois un voyage astral et une hypnose, et bien, la D'accord. personne était en état de conscience modifié. Donc du coup, elle a vu que c'était les ondes θ, donc elle a dit tout simplement le soin par les ondes θ, donc Theta Healing. Voilà. Oui, oui, bien sûr, parce que du coup, c'est en anglais, hein, comme on a pu le Ouais, comprendre et puis, c'est les ondes, θ.
OK. Je voulais aussi te poser la question de, vous parlez aussi des niveaux de croyance. Alors qu'est-ce que ça signifie, hein, déjà, ces 4 niveaux de croyance? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi à ce sujet? Mmh. Alors, effectivement, ce que j'ai trouvé, original et consistant, dans le theta healing, parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que Vaiana, en fait, elle a, intuité et canalisé, comme on dit, parfois, hein, chez les médiums ou autres, énormément d'informations. On pourrait nommer ça des enseignements, des pratiques Mmh et mh. et en même temps, elle a eu une lecture, c'est ça qui me plaît, comme je suis assez cartésien aussi, elle a une lecture scientifique de ça. Donc elle a essayé de comprendre ce qui se passait pendant les soins et elle a à la fois, canalisé et interprété ce qui se passait et elle s'est rendue compte que le theta healing permettait de résoudre les problématiques, donc soit sous majoritairement de guérir de choses ou de déprogrammer des croyances limitantes et de programmer des croyances positives et plein d'autres sujets beaucoup plus précis et beaucoup plus ésotériques, hein, comme Oui. modifier le passé, réharmoniser son ADN, communiquer avec les anges. Il y a des choses qui sont où dans le degré de tolérance et au Ouais. niveau des croyances, etc., ça peut aller très loin. Et donc, elle s'est rendue compte qu'il y avait 4 niveaux de croyances et qu'on pouvait agir et commander une guérison sur les 4 plans simultanément. Et donc ces 4 plans de croyances, ces 4 niveaux de croyances, sont, ce qu'on appelle les croyances centrales, les croyances génétiques, les croyances historiques et les croyances d'âme. Donc, les croyances centrales, c'est toutes les croyances qui se sont forgées au fil de notre vie, lors de l'enfance et là, Mmh ça mh. la psychologie et la psychanalyse, traditionnelle, où, tout le monde s'accorde à dire de façon universelle, c'est ce qu'on peut constater dans les lectures et les enseignements, que, voilà, de 0 à 7 ans révolus, on se construit notre carte du monde, nos croyances. On sait aussi en neurosciences que lorsqu'on dit à un enfant, on répète 3 fois la même chose, une affirmation positive ou négative, elle est intégrée, comme une croyance, et elle va être, engrammée pour le reste de la vie. Mmh. Heu, donc si on dit à un enfant, «Bah, dis donc ma puce, tu es hyper jolie, j'aime bien comment tu t'habilles, Mmh, bien sûr. coquette, tu es élégante» et cetera. Eh bien, ça va créer, un petit bout de femme, plus tard qui va, et puis une jeune femme, une femme qui va avoir confiance en elle, qui va se trouver belle et qui va avoir du charisme, et un bien-être par rapport à ça. À l'inverse, si on dit à un petit garçon: «Bah, Nicolas, arrête de manger du chocolat, tu vois bien que tu es encore, tu vas finir, bouboule, tu vas finir, gros comme ton père», et puis on recommence, on dit: «Bah, dis donc, tu vas encore te gaver, si tu finis comme ça, tu vas finir obèse». Bon, donc ça, c'est les croyances centrales. Donc bien évidemment que c'est issu des parents, donc dans un D'accord. modèle parental, classique, hein, donc il y a le père, la mère, mais il y a aussi les adultes référents autres, hein, les grands-parents, les oncles, il peut y avoir aussi le grand frère, la grande sœur, voilà et puis il y a l'école et ce qui se passe à l'école, bien évidemment. Donc ça, c'est les croyances centrales. C'est la première couche, on va dire, la première couche de l'oignon, pour prendre la métaphore classique, qu'on utilise en développement personnel, les couches d'oignons, qu'on enlève les unes après les autres. Plus en profondeur, on a les croyances génétiques. Donc là, c'est les programmes hérités des ancêtres de la personne qui sont inscrits dans l'ADN. Donc là, c'est le sujet de la psychogénéalogie. D'accord. On sait que dans l'ADN, l'ADN, contient des informations qui ne sont pas, que là pour programmer, des atouts physiques, couleur de yeux, de cheveux, de peau et cetera. Mais il y a aussi des informations, qui façonnent nos croyances. Mmh. Et ces informations, elles peuvent venir de plusieurs générations en arrière, de nombreuses générations en arrière. Donc pour te donner un exemple, par exemple sur le sujet de l'argent, de l'abondance financière. Mmh mh. Imaginons, un homme entrepreneur qui a un plafond de verre, un syndrome de l'imposteur et qui se bloque, qui s'auto-sabote et pour ne pas gagner beaucoup d'argent. Alors que, dans ses croyances centrales, il a grandi dans l'aisance, avec des parents qui ont pas de problème avec ça. Mais en fait, s'il l'ignore, peut-être que son arrière-arrière-grand-oncle, a fait affaire avec son meilleur ami et a fini sur la paille, à la rue, mort de faim, parce qu'il a Mmh. été
sur le sujet de l'argent et ça, en fait, c'est dans les gènes et ça, on peut pas le savoir. Donc on n'a pas besoin en Theta Healing de connaître, forcément toutes les informations pour aller les guérir. C'est ça que je trouve intéressant dans la mécanique. Donc on peut ignorer, mais c'est dans la et puis il y a d'autres scénarios où effectivement on peut enquêter, on peut interroger les parents, les grands-parents et cetera pour aller identifier, et comprendre des choses. Donc ça, c'est les croyances génétiques. Ensuite, plus en profondeur encore, on a les croyances historiques. Donc là, il y a un prérequis, qui est le sujet, de l'âme et de la, pour les croyances historiques et les croyances d'âme, le prérequis, c'est de croire en la réincarnation et de croire qu'il y a une distinction entre la mort physique et l'âme et de croire que, voilà, comme en Mmh. hindouisme, en bouddhisme, par exemple, bah, que lorsque nous mourrons, notre enveloppe meurt etc., mais que l'âme, continue à vivre et va se réincarner, tout de suite ou plus tard, dans un autre corps avec un Mmh. bon. Donc si on croit en cela, on peut aller justement parler de ces croyances historiques, puisque ce sont les expériences de vie passée. Donc l'idée, c'est le sujet du karma, hein, en hindouisme. Donc c'est-à-dire que, voilà, tu connais le sujet, je pense. Donc voilà, ce qu'on n'a pas résolu dans une vie antérieure, même joueur joue encore, c'est reparti, on va essayer de faire mieux dans cette nouvelle expérience de vie, d'incarnation. Mais aussi, j'aime bien l'idée d'une amie qui me dit, si on croit, au multivers, et à une infinité des possibles, eh bien, chaque être humain et chaque âme a tout vécu et ça veut dire aussi, il s'est connecté à la lumière et à l'ombre et donc accepter la potentialité que nous avons eu des vies antérieures où nous avons été des saints, mais aussi où nous avons été monstrueux. Donc il Oui. y a quelque chose à résoudre, et il y a peut-être aussi des invitations à connaître l'ombre dans une vie quand on a eu enchaîné des vies où on a été plutôt vertueux. Et ça, je trouve que d'un point de vue philosophique, taoïste, c'est intéressant à aller, voilà, à aller regarder comme paradigme. Et puis il y a l'histoire des mémoires de conscience collective. Donc dans les croyances historiques, l'autre point, c'est les mémoires de conscience collective, c'est le sujet des égrégores. Donc tu vois ce que c'est qu'un égrégore? Alors est-ce que tu pourrais expliquer Ouais, justement, voilà, ce que c'est pour aussi, les personnes qui connaissent pas forcément? oui. Pour moi, un égrégore, c'est une entité énergétique, hein, qui naît à partir du moment où, un groupe d'humains, se réunit pour, avec un même objectif, une même intention, voire une même croyance, voire un même intérêt et à partir d'une certaine taille, l'égrégore, devient autonome et n'a plus besoin d'être nourri par les pensées, ce qu'on appelle les formes pensées des humains Mmh et mh. du coup, cet égrégore, il vit en autonomie et il peut parasiter, certaines personnes ou il peut au contraire, influencer positivement certaines personnes. Donc un D'accord. égrégore, tout n'importe quoi. À partir du moment où il y a un réseau social, non pas au sens, plateforme, social media, mais au sens Mmh mh. sociologique. Donc une équipe de foot, une équipe de salariés dans une entreprise, une famille, ou un groupe d'hommes, un cercle de femmes, et cetera. Tout cela, crée des égrégores, en plus ou moins en conscience et donc ça peut influencer. Donc l'exemple que je cite souvent, c'est par exemple, ce que j'ai pu observer parfois, c'est des personnes qui ont grandi, dans le monde de l'agriculture et par exemple, dans l'égrégore du métier d'agriculteur, il y a notamment la croyance que, il faut travailler dur pour mériter Mmh. et que c'est D'accord. normal de travailler durement, longtemps et de pas gagner énormément. Bon. Je dis pas que tout le monde pense ça, je dis que c'est quelque Mmh mh. chose qui existe et qui peut parasiter justement des personnes qui ont pas forcément envie d'adhérer à ça, mais qui sont malgré eux influencés par ça et qu'il faut nettoyer en fait. Voilà, Mais en fait, ce serait comme une croyance collective, finalement. complètement, Mmh. c'est ça, C'est pas du tout c'est différent. Alors qu'est-ce qui différencie justement? Tu alors vois, non, par pour moi, la croyance collective, c'est pour moi, c'est une autre façon de parler d'égrégore, hein. C'est effectivement, c'est assez similaire. Donc l'idée, c'est de s'extirper de cela pour, retrouver, son individualité, sa responsabilité et nettoyer, prendre en conscience ce qu'on veut garder et éliminer les croyances limitantes, qui ne nous appartiennent pas, voilà, auxquelles on n'a mmh, pas envie d'adhérer, voilà. mmh, complètement. Et Hem, déj ouais. ça fait beaucoup de boulot. Quand on Boulot et le quatrième et dernier niveau de croyance, c'est les croyances d'âme. Alors, honnêtement, j'ai fait, des dizaines de soins, je n'ai jamais été confronté à ce sujet-là, encore aujourd'hui. d'accord.
C'est un sujet, alors les croyances d'âme, c'est ce que l'âme de la personne a choisi de vivre et d'expérimenter. Donc c'est cette histoire du contrat d'âme. Mmh mh. Heu, cette croyance que, l'âme va, symboliquement, hein, signer un pacte pour dire: «Bah, je choisis Mmh. d'avoir ces parents, je choisis de vivre tout cela». Donc c'est le sujet du destin, hein, donc il va y avoir, toutes ces expériences-là, que je vais, embrasser, dans cette vie et OK, je vais faire ce job-là et j'y vais. Et donc ce contrat d'âme, eh bien, on pourrait, le modifier, le transcender et le modifier, le transformer et résilier et avoir la possibilité de dire: «Bah, finalement, mon âme avait choisi de vivre cela. J'ai fait de mon mieux, mais en fait, j'ai le droit de vouloir modifier mon contrat d'âme et de revisiter ça». Mmh. Bon, ce qui est plutôt rassurant. Ouais, 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 Et c'est un d'ailleurs et ça m'évoque aussi, tu sais, un documentaire fiction, je sais pas si tu connais, mais c'est, pour imager aussi un peu ce que tu viens d'expliquer. Ça s'appelle, «L'entre-deux-vie», du réalisateur David Fressino et en fait, c'est très bien tourné aussi avec justement des images, des captures, de mmh, personnes qui, au moment de la mort, justement, font un peu la rétrospective de leur vie, des enseignements qu'ils auraient reçus et qui doivent ensuite, en conscience, choisir une autre vie, en tout cas leur prochaine vie et puis aussi les points sur lesquels ils doivent travailler, durant mmh. cette prochaine vie. Moi, ça me rappelle les témoignages de très nombreuses, EMI, expériences de Oui, mort imminente, aussi, oui. puisque, il y a des témoignages avec des indices, de ce sujet-là aussi. C'est troublant et puis aujourd'hui, on peut faire la politique de l'autruche et ne pas y croire, mais là, on a trop de quantité, de témoignages pour nier, voilà, il y a une vraie, il y a une vérité sur les EMI. Il y a énormément de gens qui ont expérimenté et il y a beaucoup de littérature là-dessus. Donc aujourd'hui, on peut plus le Mmh. nier et considérer que c'est de l'ésotérisme, bullshit. Je pense que c'est quelque chose qui est universel, quoi. Donc c'est très intéressant. Mmh. Mmh et ce qui est intéressant, tu vois, pour, juste, rajouter sur ce sujet, c'est que, bah, là, par exemple, il y a eu le dernier documentaire de Sonia Barkal aussi qui est sorti à propos des expériences de mort imminente et c'est surtout de voir l'avant et l'après. On sent bien que l'après est positif et puis, la vision du monde et de la vie de ces personnes a complètement été bouleversée dans le bon sens. Dans les Mmh. témoignages, ça revient souvent cette idée de: «J'étais tellement bien que j'avais pas envie de revenir, quoi». Mmh mh. Et Ouais. donc si je reviens, bah, pourquoi je reviens? Et qu'est-ce qui va changer dans ma vie maintenant au regard de cette expérience? Et ouais, je trouve ça chouette. C'est un peu Mmh. une mise à jour un petit peu, de son regard sur la vie, quoi. Justement, j'avais aussi une question. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui, mais par rapport toujours, au detailing, comment tu pourrais, expliquer justement ce qui la différencie, par rapport, aux autres approches énergétiques? Toi qui Mmh. as aussi essayé plein de choses, plein d'approches énergétiques différentes, quel est ton avis à ce sujet? Mmh. Hem, alors, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, maintenant quand je présente le detailing de façon, simplifiée, pour un peu populariser la méthode, je dis que c'est une méthode qui associe, une forme d'hypnose avec un voyage astral. Parce que dans, la formation que j'ai reçue et dans le récit de Vaiana, la fondatrice, effectivement, c'est bien ça n'est pas forcément explicité ainsi, mais c'est bien une sortie de corps. C'est-à-dire qu'il y a bien un voyage du praticien qui embarque avec lui, son consultant, donc le client, pour faire ce voyage de guérison et donc l'originalité, c'est que contrairement à l'hypnose, traditionnelle, heu même si ça arrive pour certains, en Theta Healing, c'est le praticien qui se met dans un état d'auto-hypnose, donc qui se donne accès à lui-même à l'état Theta, donc se met en état de conscience modifié et par résonance vibratoire emmène dans son voyage astral la personne qui consulte. Mmh, d'accord. Là, c'est quand même relativement, original et donc il y a, ce chemin, donc Vaiana explique ce chemin vers le créateur de tout ce qu'il y a, qui est une visualisation. C'est une visualisation, très spatiale, très galactique, très Mmh très mh. cosmique, et en même temps tellurique puisque c'est-à-dire qu'il y a, une visualisation d'ancrage. Donc
on s'imagine en fait, voilà, que notre énergie dans notre corps, est une lumière blanche qui remplit notre corps et qui tout d'un coup va aller, descendre, dans nos pieds et aller, au cœur de la terre, s'enraciner, revenir. On visualise qu'on est bien enraciné et après cette boule d'énergie qui peut représenter notre âme, va voyager, donc va quitter le corps et donc on a un zoom arrière, on décolle quoi. Donc Mmh. on quitte la Terre, on traverse le système solaire et on a plein de strates que Vaiana a visualisées. Donc il y a des zones très précises, donc c'est codifié. Il y a des, il y a des noms sur des espaces qu'on voilà. Donc il y a des brouillards, une zone de brouillard rose qui est la zone de la compassion. Il y a une zone arc-en-ciel où on traverse texture gélatineuse, on voit des symboles géométriques, des chiffres, et cetera, jusqu'à plusieurs strates, jusqu'à arriver dans un endroit de couleur blanche iridescente où on va, fusionner avec le créateur de tout ce qui est. Donc on a notre bout d'énergie, notre âme qui va fusionner et c'est là où on aurait le pouvoir de commander, n'importe quoi, n'importe quelle guérison D'accord. Mmh. et avec cette originalité, d'où le lien avec la physique quantique, d'avoir, une forme d'ubiquité puisqu'en fait et c'est assez troublant, de le vivre, c'est que tu es, scindé en 2 et Mmh. simultanément, tu es observateur et acteur, à l'intérieur du corps. Donc c'est-à-dire que tu vas voir des choses qui peuvent avoir du sens et qui peuvent, paraître absurdes, ne pas avoir de Mmh. corrélation, de sens particulier, de logique et à l'intérieur, et tu es à l'intérieur et tu agis et tu vois d'autres choses aussi. Donc c'est comme si tu regardais, 2 films différents en même temps. Voilà et qu'il faut se souvenir idéalement de cela pour après quand on revient, exprimer cette expérience et voir ce que la personne a vécu. C'est assez bluffant puisque souvent, il y a une expérience partagée. C'est comme dans les voyages chamaniques. C'est assez troublant parce que la personne dit: «Bah, moi, j'ai vu ça, j'ai vu ci», avec un degré de précision, important et puis l'autre dit: «Mais c'est incroyable en fait, j'ai exactement vu la même chose». Donc je pourrais te raconter des extraits, Mmh. des exemples de cela où c'est là où je me dis: «OK, j'y crois». C'est-à-dire que moi, je Mmh. suis quelqu'un de très, pragmatique et je doute beaucoup, donc j'ai besoin d'expérimenter. C'est l'expérience qui fait la vérité pour moi. C'est pas de la théorie à lire une vidéo ou un livre. Je veux l'expérimenter et dans l'expérience, quand tu dis: «OK, donc ça marche, quoi». Ça marche, c'est Ouais. bluffant. On a vécu la même chose. Donc il y a cette expérience-là et pour moi, c'est vraiment une sortie de corps. C'est pour ça d'ailleurs que personnellement, je fais pas, énormément de soins, par jour et par semaine. C'est-à-dire que je fais un soin par jour maximum et j'en fais D'accord. par semaine maximum. Heu, Mmh. Imagine une sortie de corps, voilà. Moi, il m'est arrivé des expériences, dans les débuts de ma pratique. J'ai eu 2 expériences où je n'avais pas assez bien, traité l'ancrage et donc préparé, en fait, ce voyage et j'ai eu des expériences, vraiment troublantes, angoissantes et en même temps, qui m'ont transformé, hein. Des expériences, énergétiques, voilà, qui ont été, qui ont été incroyables et qui Mmh. m'ont amené à les regarder sans supervision et puis dire: «Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment il faut que j'améliore les choses?» Et effectivement, il fallait approfondir ce processus d'ancrage parce qu'une sortie de corps, voilà, à répétition, Mmh. voilà, sortir de son corps et rentrer dans son corps. Moi, j'ai la conviction que c'est ce qui m'arrive quand je fais un soin Theta Healing. Et en fait, après, je me sens effectivement, fatigué, je me sens un peu groggy, dans un Mmh. état un peu, houleux, ce qui est pas le cas de tous les praticiens, hein. C'est assez singulier, subjectif, tous les Theta Healers le vivent pas comme ça, mais Oui. moi, je le vis comme ça et d'ailleurs, mes séances durent longtemps. Une séance D'accord. de Theta Healing avec moi, ça dure 2 heures et demie, ça déborde parfois. Oui. Le Mmh. soin en lui-même peut durer une bonne heure, mais il y a toute une anamnèse au début, donc voilà, c'est un soin qui dure longtemps. Mmh mh. Donc Mmh. c'est Très aussi intéressant. voilà. C'est intéressant aussi parce que justement tu parlais de supervision et ça je trouve ça, important de le souligner aussi. C'est-à-dire que toi-même, en tant que praticien, c'est vrai que tu te fais aussi superviser, tu continues en tout cas d'explorer, voilà, de t'améliorer, de te questionner. Ça je trouve ça hyper rassurant aussi pour les personnes qui te consultent. Est-ce que tu peux Mmh. nous en dire plus à ce sujet? Heu, En fait, sur le partage, comme tu disais, je suis coach. Alors en coach, je fais de la j'ai pratiqué, dès le début de la covision, donc c'est-à-dire de la supervision croisée horizontale avec des pairs.
qui est une forme de supervision et j'avais beaucoup aimé ça et c'est vrai qu'en énergétique, je m'y retrouve bien dans ce sens-là. C'est-à-dire, sur des D'accord. moments privilégiés de partage de pratiques. Même ça m'arrive, de faire des trocs. On me propose parfois des personnes ça crée de la curiosité, hein, le detailing. Donc chez des personnes qui ont, pas mal d'expérience en tant que thérapeute énergétique, énergéticien et cetera, magnétiseur ou autre, qui ont envie de tester. Donc on fait pas du tourisme, spirituel, hein, donc Oui, je oui, le fais quand il y a un besoin, bien sûr. donc on va pas s'amuser à faire une sortie de corps pour quelqu'un qui a pas de besoin, ça n'a pas de sens. Donc faut que ça serve à quelque chose, donc voilà et du coup, c'est l'occasion d'échanger et de partager, donc j'aime bien profiter, des salons, maintenant je participe régulièrement à des salons dans ce domaine-là et c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et du coup, d'avoir des moments privilégiés de partage et effectivement de dire aussi en confidentialité, «Tiens, il y a eu telle expérience Mmh. avec telle Oui. personne, j'ai eu des difficultés à cet endroit-là, j'ai pas compris ce qui s'est passé là, j'aurais aimé mieux faire. Comment toi, tu t'y prendrais? Comment tu comprends ça?» Voilà et ça j'aime beaucoup parce que ça fait grandir, quoi. Mmh. Mmh, complètement. Bah, merci, pour tous tes partages aussi. Alors j'avais, justement, je voulais rentrer un peu plus, dans le vif du sujet. Donc la méthode Detailing, elle part de l'idée qu'en changeant justement notre cycle d'ondes cérébrales, on peut transformer notre réalité aussi. Tu parlais de blocage, enfin on peut vraiment venir travailler sur des choses aussi de fond. Est-ce que tu pourrais nous expliquer que sont justement ces ondes θ? Et en temps normal, tu en as un peu parlé en intro, mais sur quelle onde fonctionne notre cerveau? Je voudrais qu'on revienne un peu là-dessus. Mmh. OK. Alors, effectivement, en fait, la technique est nommée ainsi puisque, pour agir, on met la personne on se met en état de conscience modifié et la personne ici, puisque c'est l'état qui permet d'aller revisiter les croyances et les Mmh mh. comportements. Dans le Theta on parle aussi qu'on peut, créer des sensations et des sentiments. Ce qu'explique Vaiana, c'est qu'il y a des personnes, qui, par exemple, n'ont jamais réussi dans leur vie à se connecter à certains sentiments, voire à certaines émotions. C'est assez troublant et pour moi, c'est pathologique. D'accord. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a jamais connu la colère ou qui ne sait pas ce que c'est que la tristesse, Mmh. alors quelqu'un qui n'est jamais triste, on pourrait dire, c'est une bonne chose, c'est heureux, la personne voilà. Mais que va-t-il se passer, lors d'un deuil, lors d'un mauvais événement? Voilà, ça risque d'être la descente aux enfers. Donc je Mmh. pense que c'est intéressant d'aller, embrasser toutes les émotions, confortables et inconfortables. Mmh. Puis il y a, voilà, des notions de sentiments. Donc on peut faire de la création de sentiments, mais ça, on peut pas le faire, en état de conscience, classique. Donc on va utiliser un état d'hypnose. Donc quand on est, donc quand on est dans un état éveillé, normal, en fait, ce qu'on explique, c'est qu'on souvent on oscille le cerveau, a des ondes alpha ou bêta. Donc les ondes alpha, c'est quand on est calme, posé, on est, tranquille, on est, dans une phase de créativité ou de réflexion, assez douce. Et puis quand on est en état bêta, c'est quand on est en pleine activité, quand on dialogue, quand on parle comme là actuellement avec toi. Je suis plutôt en état bêta. Hem et puis il y a les extrêmes, que sont, eh bien, les ondes delta et les ondes gamma. Alors ces ondes, ont été nommées ainsi et pour le coup, c'est quelque chose de très scientifique, hein, puisqu'aujourd'hui on utilise, une machine, hein, qui est un encéphalogramme, Oui, c'est ça. qui permet de faire de l'électroencéphalographie et Ouais. donc c'est tout simplement les oscillations, Mmh. des ondes du cerveau. Donc le cerveau, hein, c'est électrique, le corps humain, c'est l'électricité, c'est de l'énergie, c'est du zéro et du un et c'est des oscillations et en fait, c'est, les hauteurs d'oscillation et les fréquences, donc en hertz, qui permettent de dire si on est dans tel état ou tel état. Corinne Sombrin, Mmh. qui a fait, hein, cette expérience-là, chamanique, et qui est allée voir en fait, ce qui se passait au niveau de l'image cérébrale quand elle était tout d'un coup habitée par un esprit d'une louve et qu'elle se Mmh. mettait à hurler et cetera. Bon, c'est exactement ça qui a été, expérimenté, donc, c'est une expérience. Donc en fait, les ondes delta, les plus petites, les plus faibles, c'est quand on est en état de sommeil profond. Donc c'est Mmh mh. quelques hertz en fait, hein. Mais d'ailleurs, chez certains humains, je trouve ça assez, intéressant et troublant, c'est que chez certains humains, c'est même 0 hertz. Ça veut dire que, si on met
des petits capteurs et qu'on fait un électroencéphalographe en fait, Ouais. chez certaines personnes, en sommeil profond, eh bien, pour certaines personnes, c'est le silence radio, quoi. Donc c'est-à-dire que ces personnes en état de sommeil profond ont une imagerie cérébrale qui est identique à quelqu'un qui est considéré comme en mort clinique, en mort cérébrale. Ouais, c'est Et assez pourtant, impressionnant, grâce ouais, à ce c'est sommeil, il va curieux. voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc je trouve que c'est intéressant, ça pour moi, ça interroge le sujet de la vie, de la mort, et de la réalité aussi. Est-ce que la réalité, c'est ce qu'on vit, au niveau, sensoriel, quand on est dans le corps? Ou est-ce que la réalité, c'est pas justement quand on se connecte au sommeil et qu'on est débranché, voilà, petit clin d'œil, au film Matrix, Ouais, entre autres. complètement, Hem j'allais en parler. Bah Mmh. oui, dans le personnage Morpheus qui dit: «Mais Néo, si la réalité pour toi, c'est ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu goûtes, ce que tu ressens, c'est très simple, hein, il suffit de mettre un ordinateur sur ton cerveau et de lui envoyer les informations pour te faire croire, toutes les sensations que tu es en train de vivre et auquel cas, la réalité n'est que ça». Mmh. Ça questionne. Donc ça, c'est les ondes delta, quand on est en sommeil profond et l'état thêta, donc le fameux état thêta, ce sont des ondes, entre 4 et 7 hertz qui correspondent à un état de relaxation intense et en gros, c'est très simple, c'est ce qui se passe lorsqu'on est en train de regarder une série Netflix ou, de lire un livre et qu'on est en train de piquer du nez, en train de s'endormir. Donc on est, à la fois en train de partir et d'avoir des pensées qui commencent à être incohérentes ou penser à des choses, voire en train de créer Ouais. reprendre le rêve de la nuit précédente et en même temps, on est moitié là encore, un pied dans l'éveil, à écouter vaguement ou lire vaguement quelque chose. Donc Mmh. c'est cet état, intermédiaire entre l'éveil et le sommeil profond. Mmh. Très intéressant et donc les enfants se situent où alors? Il me semble que c'est jusqu'à 7 ans ou ils se situent sur Mmh. quelle onde? Alors c'est intéressant ce que tu dis. Je parlerai des ondes gamma après qui sont les dernières, mais, l D'accord. alors ce qui est intéressant, c'est que les enfants, sont souvent en état thêta. Et ça, ils ne le maîtrisent pas. C'est-à-dire que les enfants sont souvent, en fait, c'est très contrasté puisque chez l'enfant, voilà, c'est l'époque, c'est la période de vie des contrastes avec, des sommeils très, très profonds et en même temps, des intensités, de vie, et puis, voilà, l'état alpha et bêta, très, très intense et Mmh mh. régulièrement, on dit parfois à un enfant qu'il est dans la lune. Et en fait, Mmh. moi j'ai appris, à un moment donné, qu'il fallait surtout pas, brusquer un enfant ou lui parler ou le prendre par l'épaule, dire: «Ouh, tu es là?» quand il est dans la lune. Parce que quand il est dans la lune, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en état thêta et en fait, il est en train de se passer quelque chose et ça se trouve, il est pas complètement là. Ça veut dire qu'il est D'accord. moitié en train de faire une sortie de corps, légère et il part et il revient. Donc, demander à un enfant le bouger comme ça et lui parler et de forcer les choses en disant: «Ouh, tu es là, tu es dans la lune, oh, on est là» et cetera. C'est aussi agressif que quand une fois, j'avais pas fait attention et en fait, j'ai un livreur qui a sonné chez moi, pendant que je donnais un soin theta healing et j'étais en sortie de corps. Alors, j'ai mis 3 jours pour m'en remettre. Donc, Mmh. Ouais. c'est violent. Donc en fait, les enfants qui sont soi-disant dans la lune, ils sont en état thêta et c'est pas quelque chose qu'ils commandent, c'est quelque chose qu'ils subissent et donc on a des enfants plus ou moins lunaires d'ailleurs, hein, par rapport à ça et voilà, donc ça c'est en lien aussi avec d'autres sujets, comme ce qu'on appelle les enfants arc-en-ciel ou les enfants turquoise, ou ça c'est d'autres, c'est une digression. Mais il y a Mmh. certains enfants qui sont plus que d'autres en état thêta régulièrement et ce sont souvent, des enfants qui deviennent des adultes, Mmh mh. atypiques, en marge de la société, avec une prédisposition à l'éveil spirituel et à la pleine conscience. Mmh. D'accord, OK. Passionnant aussi ça, ça ferait l'objet d'un podcast. Complètement et puis, pour finir sur les ondes, bah, les ondes gamma, c'est donc les ondes avec une concentration profonde donc, par exemple, un pilote de chasse, quelqu'un qui Oui. va conduire un avion, tu vois, très, très vite ou, voilà, donc des expériences où on a besoin d'avoir une concentration, très, très aiguë. Là, en fait, ce sont les ondes gamma qui sont sollicitées.
Donc quand on est, dans une grande stimulation, une grande réflexion, les ondes gamma, Mmh mh. sont intenses, donc c'est plusieurs dizaines, voire plusieurs, centaines de hertz et selon certaines sources, il y a certains humains qui émettraient des ondes gamma, de plusieurs milliers de hertz. Mmh. Et c'est souvent cette sensation, et moi je le vis systématiquement quand je fais un voyage astral. Quand je reviens, j'ai une sensation d'étau avec, le haut du crâne qui est brûlant, en fait. Donc on a vraiment physiquement, le cerveau qui chauffe, quoi. Heu, Mmh. donc on a le cerveau qui chauffe et malgré l'épaisseur de la boîte crânienne, on met la main dessus, on peut pas faire cuire un œuf sur le crâne, mais pas loin, quoi. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Vraiment quelque chose qui se passe, Mmh. chez certains individus, avec les ondes gamma. Alors je voulais aussi, reparler en fait, bah, des personnes qui viennent aussi te voir. Moi, j'avais une question aussi sur, tu sais, la récurrence des blocages en tout cas ou pourquoi, pour quels mots en général, alors on va généraliser un peu, mais les personnes te consultent? Mmh. Alors, bah, déjà, mon intention, déjà, 1re, n'était pas de répondre à des problématiques, de guérison physique. D'accord. Troubles, physiologiques, physiques, ça m'intéressait pas du tout et j'avais pas du tout, envie d'aller là-dedans. Ça me faisait un peu peur d'ailleurs, Mmh mh. et j'étais vigilant parce que, tu sais, en médecine alternative, il faut être, on marche sur des œufs, hein, parce que voilà, on peut être taxé de pratiques illicites de médecine, et cetera. Donc, moi, je suis très vigilant pour dire qu'effectivement, cette technique comme d'autres, n'affranchissent pas les personnes de continuer leur suivi médical, Bien sûr. allopathique et de suivre leur Mmh. traitement s'ils en ont un, et cetera. Voilà, chacun sa responsabilité. La personne qui vient faire un soin, il y a pas d'injonction à arrêter quoi que ce soit en périphérie. Mais donc d'agir en complémentarité. Donc du coup, c'était pas trop mon sujet et puis surtout, intellectuellement, je prends plus de plaisir à accompagner, sur des sujets émotionnels et psycho-émotionnels. D'accord. Mmh mh. Pourtant, on est venu me chercher et en fait aujourd'hui, bah, une séance la moitié des soins que je fais sont des demandes de guérison physique. Mmh. Donc des cas que j'ai eus, sur cet aspect-là, bah, j'ai des personnes qui sont venues avec des problématiques, lourdes. Alors on en parlera peut-être, après sur des anecdotes de guérison, et cetera. Donc je pourrais, rentrer dans Mmh des mh. détails. Donc voilà, donc ça en fait, il y a un paradoxe, hein, que j'ai observé, c'est que, plus la situation de la personne est grave, lourde, plus on a de résultats. Donc c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'en gros, Mmh. quelqu'un qui va venir me voir pour dire, je sais pas moi, j'ai du mal à me positionner, dans mon couple, je manque de charisme et j'ai du mal à poser mes limites. C'est quand même pas la même chose que quelqu'un qui vient vous voir en disant, «Le corps médical dit que je suis condamné, il me reste 3 mois à vivre et Bien sûr. j'ai des tumeurs, cancéreuses, Mmh. un peu partout». Bon, et Ouais. ben, paradoxalement, je vais avoir plus de résultats dans le second cas que dans le premier. Mmh. Bon, Mmh. Ouais, j'ai ouais. pas de j'ai pas forcément d'explication, j'ai des hypothèses par rapport à ça. Les enjeux étant plus forts, la puissance de la croyance de guérison, et la somatisation est d'autant plus puissante, en fait. Je veux dire par là que, pour moi, je suis très clair avec l'effet placebo et sur la puissance de la somatisation et pour moi, lorsque la personne, elle affirme, un certain nombre de choses, moi, j'ai rédigé, en fait, ce que j'appelle un mantra de guérison que je demande aux gens de lire avant de faire le soin et je leur demande d'adhérer à ça. Sinon, je Mmh. leur dis Mmh. déjà: «Le verre est dans la pomme, ça ne marchera pas». Mon mantra de guérison, mes clients, je les appelle des agorécipios. C'est un mot que j'ai inventé, pour leur dire qu'ils vont à la fois agorécipio, c'est du latin, c'est à la fois ago, c'est agir et récipio, c'est ce qui donne le mot réceptacle, recevoir, c'est le fait de recevoir. Donc OK, ils vont recevoir quelque chose, mais ils vont aussi agir et donc ils agissent par la croyance qu'ils vont guérir, la croyance que la technique peut guérir, la croyance qu'ils veulent guérir, la croyance que, s'ils sont dans cette situation-là, c'est qu'ils ont un message de l'univers à comprendre et Mmh. donc il y a un effet placebo qui est évident.
Il y a un phénomène de somatisation qui est évident. C'est-à-dire que la somatisation, c'est pas que la création de maladies quand quelque chose va mal au niveau psycho-émotionnel, c'est aussi, j'ai décidé de guérir, maintenant c'est fini, je vais battre cette maladie, j'ai compris pourquoi elle est arrivée, je pense que maintenant j'ai résolu ça et donc j'en veux plus. Donc maintenant je veux réharmoniser mes cellules, je vais réharmoniser mon corps, je veux renouer avec la pleine santé et c'est ce qui va se passer et pour ça, je vais me faire accompagner, voilà et là, c'est une démarche, vertueuse et qui favorise la guérison plutôt que quelqu'un qui va avoir une problématique un peu plus légère, Mmh mh. et qui va avoir ce qu'on appelle des bénéfices secondaires, qui sont pas forcément explicités, et donc bénéfices secondaires, c'est-à-dire à la limite, dans cette situation inconfortable, j'ai un désintérêt à la préserver. Donc du coup, D'accord. ça va pas forcément, Ouais. résoudre tout de suite parce qu'il y a un intérêt à rester dans cette situation inconfortable ou souffrante. Donc il y a des sujets, autour du de l'aspect, physique et puis sinon, je vais avoir des personnes qui vont avoir, alors ce qui arrive souvent, c'est des personnes qui ont des blocages, des processus d'auto-sabotage. Donc c'est pour ça que le travail de l'anamnèse au début, il est réjouissant et il est, passionnant pour moi. Parce que j'aime bien dire que quand je rencontre une personne inconnue qui vient me voir comme ça en séance, pour moi, c'est un voyage. Non pas un voyage astral, qui suit, mais un voyage vers un univers à part entière qui est le récit de vie de la personne et pour moi, c'est passionnant. J'adore rencontrer, écouter les histoires des gens, même si elles sont difficiles, Ouais. parce que c'est un voyage, c'est divertissant et Mmh. pour quand je dis ça, c'est pas, péjoratif, hein, c'est divertissant dans le sens où j'ai de la curiosité pour les vies des gens et que c'est toujours passionnant de voir à la fois la singularité d'un parcours de vie et l'universalité d'une problématique. Mmh mh. Justement, plus tu pratiques, plus tu fais des passerelles et tu te dis: «OK, je vois en fait où on est». Par exemple, il y a des sujets récurrents. Une femme qui a moi je suis, affolé de rencontrer autant de femmes qui ont été abusées sexuellement. Mmh. De Ouais. voir que finalement, ce qu'on croyait être anecdotique est finalement, quelque chose d'extrêmement courant. Encore, donc aujourd'hui, voilà, les gens de notre génération, toi et moi, on sait on n'est plus du tout sur la génération de nos parents. Il y a encore 2 générations, dans certaines campagnes françaises, la pédophilie, c'était Mmh. normal, par exemple. Aujourd'hui, ça devient complètement absurde et pourtant, Bien on sûr. parle de quelques décennies, hein, en arrière. Bon, c'est affolant. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des sujets qui sont récurrents et donc, effectivement, quand tu as accompagné 1, 2, 3, 10, 15, 20 personnes, 20 femmes sur le sujet de l'abus, bah, il y a des mécaniques et il y a des cheminements de guérison et de nettoyage et cetera qui se répètent et qui sont efficaces. Donc il y a des thématiques effectivement récurrentes, où, je vais pouvoir guider la personne plus facilement et pouvoir, faire des hypothèses plus rapidement pour Mmh. ensuite, dénouer la situation et résoudre. Mmh. Voilà, donc et puis des fois, c'est des personnes qui ont des peurs, des phobies, des angoisses. Il y a des voilà, donc des phobies classiques, des choses qu'on peut aller traiter, voilà. Alors il y a, des theta healers qui traitent les addictions. Moi, c'est un sujet que je D'accord. fais rarement, mais on peut aussi traiter les addictions. Une addiction est souvent liée à une blessure, donc on va bosser sur les blessures de l'âme, de Lise Bourbeau ou autre et ensuite on va aller opérer le soin. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est les sujets sont variés. Il y a des sujets, récurrents, puis il y a des sujets originaux. Mais il y a souvent l'histoire de blocage. C'est vrai qu'on dit souvent que le theta healing, ça permet de débloquer, un peu comme en access bar avec les points, d'acupression sur le crâne et cetera, où, voilà, on fait du déblayage, comme on dit à access bar, Mmh voilà. mh. Je retrouve OK. cette philosophie dans le theta healing, c'est du déblayage, du nettoyage, épurer en fait, tout ce qui nous encrasse, tout ce qui nous permette, d'avancer sereinement dans la vie et tout ce qui, voilà, toutes ces chaînes qui nous pèsent et qui nous Ouais. empêchent d'avancer dans nos relations amoureuses, dans nos projets professionnels, dans, savoir dire merde à ses parents, dans, ne pas avoir peur de dons, spirituels. Enfin, il y a plein de sujets où, on a besoin de s'alléger en fait. Voilà. Mmh. Bah, merci Frédéric, ça fait du bien de l'entendre et merci, c'est vraiment passionnant. Justement, hein, c'était important aussi, je le répète, tu le disais tout à l'heure, mais c'est en complémentarité aussi, bien sûr des médecines traditionnelles et ça c'est vraiment, super que tu l'aies précisé aussi. Mmh. J'avais aussi une question quand même sur les contre-indications.
Est-ce qu'il y en a, voilà, pour les personnes qui nous écoutent? Ouais. Alors, sur les contre-indications, il y en a peu. Ce que pour moi, ce qui est important, alors il y a un sujet spécifique sur les femmes enceintes. Heu, D'accord. Vaiana explique que, par expérience, selon elle, il vaut mieux pas travailler sur les croyances lorsque on a un fœtus, on a un petit bébé, dans le ventre. Parce que ça pourrait perturber en fait, voilà, le fonctionnement psycho-émotionnel du bébé après. Donc ça c'est un sujet, on pourrait expliquer plus longuement, mais voilà. Donc si on est enceinte, il vaut mieux éviter. OK. Ensuite, moi ce que je conseille aussi, c'est, d'espacer, les soins. C'est vrai pour le detailing, c'est vrai pour d'autres pratiques, c'est d'espacer au moins de 15 jours, laisser s'écouler 2 semaines avant et 2 semaines après, d'étaler, en fait, voilà, les soins. Il y a des personnes qui Mmh. veulent essayer différentes choses, donc sur la thérapie classique, longue, aller voir un psychanalyste et cetera, c'est une chose, mais si on reçoit un soin, reiki, eh bien, on va pas, faire un soin detailing la semaine d'après, quoi. Voilà. Moi, je Mmh. préconise de laisser au moins 2 semaines s'écouler avant et après. Et puis enfin, moi je suis assez prudent sur les enfants, donc j'ai décidé de pas faire de soins detailing aux enfants, hem et aux mineurs, voilà, en général. Donc des fois c'est délicat parce que j'ai des parents qui me contactent en me disant: «Voilà, on croit en cela. On a une ado de 14-15 ans qui a des blocages et cetera. Est-ce que» voilà, donc c'est moi je marche sur des œufs, donc je fais rarement des exceptions, mais je préfère travailler qu'avec des adultes. Et l'autre jour, j'ai eu, un cas assez particulier, de quelqu'un qui a vu mes pratiques en tant qu'énergéticien et quelqu'un qui a suivi aussi mes conférences sur, ma théorie, sur le voyage spatio-temporel multivers par saut quantique intégral. Donc voilà, c'est très verbeux. Et du coup, il y avait une confusion entre un sujet et l'autre. Et en fait, il mélangeait tout ça en s'appropriant ma théorie Mmh. comme une technique énergétique, ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai jamais dit que c'était une technique de soins énergétiques. Et il demandait, et en fait, je me suis rendu compte que, en plus, c'était un homme qui était, sous tutelle. Donc il Oui. vivait chez ses parents et en même temps, il était sous tutelle. Et en fait, moi, j'ai senti de la fragilité, Mmh. psychologique, en fait, chez l'individu. Et je me suis dit que c'était pas forcément, sain, en fait, et ça le ce serait pas, sain d'aller dans son sens, et voilà. Et puis quand je le questionnais, voilà, il y avait pas mal de questions où il répondait à côté, donc il y avait des problèmes de cohérence, en fait, donc j'ai eu Mmh. l'impression que, il y avait un manque de discernement, et il y avait, effectivement, peut-être en plus, peut-être des pathologiques un peu de psychiatriques, quoi. Donc Mmh. voilà, Bien il y sûr. avait des indices, de schizophrénie ou de, comment? Quand on s'invente des histoires. La paranoïa, Ah oui, voilà. Il y avait des oui. il y avait des il y avait des il y avait des choses qui faisaient penser à des troubles, de paranoïa, donc bon. Ouais. Donc du coup, voilà, donc et c'était pas étonnant que ce monsieur-là soit sous tutelle, du coup, c'était cohérent, donc voilà. Donc je lui ai dit que j'allais pas Mmh. l'accompagner, que j'étais pas la bonne personne et que je comprenais, mais voilà. Donc ça, c'est des cas un peu atypiques, mais sinon, il y a pas de contre-indication, voilà, je dis juste que suite aux soins, il faut être, chill. C'est surtout après, faut pas, Mmh. prendre la voiture pendant des heures derrière, parce qu'après un voyage, voilà, faut être cool et rester au chaud à la maison. Mmh, d'accord. Bon, c'est bon à savoir en tout cas, merci aussi de nous informer à ce sujet. Aussi tout à l'heure on parlait, tu sais, des anecdotes, en tout cas on allait, y revenir sur, des guérisons improbables, auxquelles tu as assisté durant, bah, justement tes pratiques, est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes? Mmh. Alors, oui, alors ce que je peux partager, c'est effectivement cela, et puis j'aimerais aussi te partager, des expériences de visualisation commune, en fait, qui sont extrêmement bluffantes. Alors, bon, j'ai eu le cas d'une femme, par exemple, qui venait me voir pour des problèmes de troubles hormonaux, liés à la thyroïde. Donc cette glande, je crois qui est au niveau de la gorge, si je dis pas de bêtises, et donc, et en fait, elle prenait, un traitement, de médicaments, depuis une trentaine d'années, et donc OK. elle voulait tenter, un soin Theta Healing pour résoudre, et soigner, sa thyroïde.
avec d'autres termes, d'autres enseignements que j'ai reçus avec Grigory Grabovoi, qui est un scientifique et métaphysicien russe. On dit réharmoniser voilà, les cellules et selon leur identité originelle. Et donc on a fait un soin θ. Et en fait, elle m'appelle 2 semaines plus tard et elle me dit Fred, il faut que je te raconte quelque chose. Et c'est incroyable. En fait, je n'ai plus mes problèmes de thyroïde, c'est fini. Voilà. Et elle me dit je ne sais pas pourquoi ni comment, mais en fait, 2 jours après le soin, j'ai oublié de prendre mes médicaments. Soi-disant, j'ai oublié de prendre mes médicaments. Et en fait, il ne s'est rien passé. J'ai pas eu de troubles, etc., d'effets nocifs, etc. Et donc voilà. Donc on a exploré. C'est qu'est-ce qui a pu, pour voir s'il y avait une corrélation directe entre le soin Theta Healing et la résolution de ce trouble physique. Je dis: «Est-ce que tu as fait d'autres soins énergétiques? Non. Est-ce que tu as changé quelque chose dans ton alimentation?» Donc en fait, on avait fait une exploration holistique. Est-ce que tu as rompu, un lien, relationnel avec, Mmh. le couple, la famille, les amis, et cetera? Est-ce que tu as changé de métier? Est-ce que tu as quitté ton entreprise? Est-ce que tu as vécu un accident? Est-ce que tu as fait une expérience spirituelle? Bon, on essayait de voir évidemment, Oui. c'est, voilà, un quotidien classique depuis 15 jours. Non, non, cherche pas, c'est vraiment le soin, voilà. Donc guérison instantanée. Ce qui a un peu changé sa vie parce qu'effectivement, ne plus prendre ses médicaments et ne plus du tout avoir de troubles hormonaux, bah, c'était quand même vachement confortable. Surtout, c'était une femme qui approchait, voilà, qui avait la bonne quarantaine. Donc, après, en plus, tu vois bien le sujet de la ménopause. Donc, en Mmh. plus, si tu devais te taper, les troubles hormonaux plus la ménopause, alors du coup, ça intensifie les bouffées de chaleur, tout ça. Ah bah, Donc du c'est coup, sûr, oui. voilà. Donc du coup, elle était plus embêtée avec ça, donc c'était chouette. J'ai vu une dame qui est venue, qui m'a carrément, sans que je lui demande, elle a fait, c'est sur mon site énergéticien, elle a Mmh fait mh. une vidéo où elle témoigne, en fait, elle parle et elle témoigne de ce qui s'est passé. Alors là, c'était extraordinaire. Une personne qui est venue, qui m'a beaucoup touchée, une femme qui est venue, parce qu'en fait, elle a eu des problèmes de peau et en fait, elle a eu des brûlures, très intenses au niveau du visage. Et en fait, elle est allée voir un dermatologue et il y a eu un traitement et en fait, il y avait des effets secondaires sur le traitement et les effets secondaires, le dermatologue lui avait dit: «Bon, il est peu probable que vous ayez un des effets secondaires et dans le pire des cas, vous en aurez un» et cetera. Mmh Et elle mh. l'a eu. Donc elle a eu tous les effets secondaires et d'une intensité incroyable. Donc il y avait une incompatibilité et cetera, ce qui fait que, elle a eu des brûlures au visage et ça a même créé des cancers, des cellules, Mmh. cancéreuses sur le visage. Et donc elle avait des taches, couleur un peu lit de vin, bordeaux, un peu partout. Elle avait perdu ses cils et elle est venue me voir, elle avait une couche de je sais plus ce que c'était un de crème très grasse, Mmh heu mh. qu'elle avait sur le visage et donc c'était dur pour elle parce qu'elle disait: «Voilà, j'étais une belle femme, je suis dévisagée», donc tu vois, ça l'a troublée sur son identité. Donc il y avait de la douleur parce qu'en plus elle souffrait. Et en Ouais. plus, il y avait un trouble, psycho-émotionnel sur son identité. Donc voilà, donc c'était vraiment très, très dur. Et en fait, on fait le soin et en fait, à la fin du soin, il y avait, la couleur de ces taches avait changé et s'était éclaircie. Et en plus, il y avait des démarcations très nettes. Un peu comme, tu sais, des gens qui ont des taches de naissance, couleur Mmh un mh. peu, vin bordeaux et cetera. Elles sont très nettes par rapport à la couleur de peau plus blanche. Et là, c'était ça. Et en fait, les couleurs, on était passé de la couleur un peu bordeaux à la couleur un peu rose foncé. Et puis c'était flou. Toutes les taches avaient des bordures floues, alors qu'avant, elles étaient nettes. Et elle m'a Mmh. envoyé des photos, quelques heures après, le jour même. Elle me dit: «C'est incroyable, hein, tout est en train de partir». Et 2 semaines plus tard, elle avait quasiment la totalité des taches qui avaient disparu et elle a retrouvé son état, normal de visage, quelques mois Incroyable. plus tard, mais là, majoritairement 2 semaines après. Voilà, et ça a été diffus comme ça, voilà. Donc ça Mmh. a été bluffant. Et puis, j'ai eu le cas d'un monsieur, qui est venu, me voir, qui était condamné, qui avait donc un cancer et qui avait des tumeurs, là sur la poitrine, qui étaient visibles, hein, de l'extérieur sur la peau, donc la tumeur sur la poitrine, dans le dos et qui avait beaucoup de tumeurs, dans le cerveau. Et malheureusement, voilà, il était condamné. Donc on a fait un soin. Alors c'était un soin Theta Healing qui avait été associé avec une autre technique énergétique. On a expérimenté D'accord. quelque chose, avec Aurore à l'époque, qui faisait, des suites numériques, de Grigory Grabovoi, donc il y a une technique très puissante aussi. Donc on avait décidé d'expérimenter un soin en duo
Et on a fait 2 séances avec ce monsieur-là et en fait, on avait fait de notre mieux à l'anamnèse, mais en fait, à la fin du 1er soin, il s'est mis à craquer et il nous a avoué quelque chose, voilà, parce qu'on a eu des visualisations, on a eu des images, on lui a raconté des choses Mmh. et on dit voilà, on a décrit des scènes, hein, qu'il a vécues avec des membres de sa famille, et cetera et donc du coup, il nous a lâché la Oui, bien sûr. patate chaude, il nous a avoué, finalement l'origine de son mal, et il est probable qu'il ait somatisé, qu'il se soit créé sa maladie, quoi, par une culpabilité, mortifère. Mmh. Donc du coup, on a fait une 2e séance et ce qui s'est passé, c'est que déjà suite à la 1re séance, ses tumeurs à la poitrine ont quasiment disparu et dans le dos aussi, donc il y avait quasiment plus rien. Et quelques semaines après, le soin, il a fait, je crois c'est quoi? Un IRM, hein, je crois que c'est, une Mmh. image Oui, du cerveau et du en fait, il cerveau, avait ouais. la majorité des cellules, cancéreuses qui avaient, des tumeurs qui avaient disparu et donc bah, le Mmh. pronostic, médical était, plus du tout le même, hein, donc voilà, donc il avait libéré sa parole, il avait sorti des choses de lui, effectivement, il y avait une grande culpabilité et en même temps, c'est très intéressant parce que malgré tout, donc il guérissait, il était en rémission évidente et Mmh malgré mh. quelques mois plus tard, il est décédé d'autre chose. Et ce qu'explique Vaiana dans son livre, hein, donc il y a ça, c'est le 1er tome, c'est le gros pavé, qu'on reçoit en tome 1, donc c'est, la technique du theta healing, guérir avec Mmh mh. l'énergie. Donc c'est un pavé ouais, de 400 pages et il y a un chapitre où elle explique que parfois la meilleure résolution, c'est de mourir. Donc c'est troublant de dire ça, c'est pas politiquement correct et donc bon, je peux pas, développer, en manque il faudra encore du temps, mais parfois, en fait, la meilleure résolution, c'est de partir donc et ça a beaucoup plus de sens quand on croit à la réincarnation et quand on croit, C'est sûr. au concept de Mmh. l'âme, que de dire que dans cette vie, une fois que je meurs, tout est fini et je vais disparaître, ma conscience disparaît, il y a pas d'âme, et cetera. Donc c'est quelque part, c'est plutôt, réconfortant, Mmh croire mh. au concept de l'âme, est-ce vrai ou pas? Bon, moi j'y crois et de se dire: «OK, cette vie-là, ça doit s'achever ici». La culpabilité, finalement, est tellement forte que, je m'autorise plus à vivre et donc je pars. Oui, c'est ce que tu disais aussi sur le fait que ça reste un sujet très sensible et qu'on peut aussi comprendre que, on n'est pas tous aptes à entendre ce genre aussi de choses, tu sais, par rapport, à la mort. Comme tu disais, c'est politiquement pas très correct et en même temps, j'entends aussi que le fait de croire en cette réincarnation et cetera, bah, cette croyance nous rassure, bien sûr, puisque Oui. c'est quand même plus glorieux, en tout cas, d'espérer, qu'il y ait autre chose, après, cette vie physique, du moins. Ouais. Complètement. Pour certaines personnes, ça facilite, Mmh. leur, développement personnel, leur guérison, Aussi et c'est aussi, plutôt ouais, joyeux. Heu, complètement. du coup, une anecdote, puisque, le temps coule, au moins juste une anecdote d'un soin récent Theta Healing sur, justement, en fait, quand on fait un soin Theta Healing, je dis à la personne: «Soyez attentif, fermez les yeux, soyez attentif à ce que vous pourriez voir, entendre et D'accord. ressentir» et moi de même et quand je reviens, en fait, c'est d'abord moi qui partage mon expérience parce que c'est d'autant plus bluffant et ça contribue au processus de guérison, c'est d'autant plus bluffant de raconter quelque chose que la personne a vécu avant qu'elle l'exprime. Donc du coup, par exemple, il y a un soin récent où j'ai dit: «Bah, voilà, j'ai vu des choses très différentes». J'ai vu par exemple, assis à côté de nous sur ce banc, une dame âgée, physiquement qui était comme ça, un peu trapue, habillée avec une blouse, Mmh qui était mh. penchée, qui était plutôt rondouillarde et cetera et la personne, elle a les larmes aux yeux, elle me dit: «Bah, c'est ma mamie, en fait, elle est décédée il y a quelques semaines et je sais qu'elle est là, elle est présente et elle habite Mmh. la maison et elle m'accompagne, et donc je sens sa présence», donc bon, OK. Ensuite, je lui dis: «J'ai vu une scène, toi plus petite avec ta grande sœur et du coup, on est dans une pièce, blanche, beige et cetera et il y a tu tiens un ours en peluche qui est, un ourson qui est assez gros, pas une petite, mais une moyenne peluche. Il est à 4 pattes et c'est important pour toi et donc là, c'était un soin que j'ai fait chez la personne et D'accord. la personne me dit, elle sourit, elle me dit: «Bouge pas». Et elle te ramène la peluche? Elle me ramène la peluche en me disant: «Voilà la peluche» et elle me dit: «Il y en a 2, j'en ai une et ma sœur en a une» et il s'avère que le sujet, pendant l'anamnèse, le sujet de la relation avec la sœur était un sujet important Mmh. à résoudre. Et le soir même, elle allait dîner chez sa sœur et quelques jours après, elle me dit:
Ça n'a jamais été aussi fluide avec ma sœur, Incroyable. incroyable. Ouais, c'est dingue, c'est Et dingue. j'ai des anecdotes, alors une dernière quand même qui est bluffante, et j'arrête là-dessus. Une femme, que j'accompagne et je lui dis: «Voilà, je t'ai vu précisément, je t'ai vu sur un décor, une île un peu, alors ça me fait penser à l'Irlande, voilà, une île avec, de l'herbe verte, des petites montagnes, des pierres ici et là, et je t'ai vu dans une armure, d'argent, de la tête aux pieds jusqu'au cou comme ça, et vraiment on voyait même pas ta peau, ton corps, tes vêtements, il y avait vraiment de l'armure de la tête aux pieds avec des fleurs de lys et cetera, qui brillait, et tu avais une épée, hyper longue, 2 mètres, qui traînait sur le sol et qui fendait l'herbe, et on voyait la terre et cetera, et tu avais un aume comme ça, et tu avais une cape blanche, et il y avait beaucoup de vent, et tes cheveux, tes longs cheveux blancs, blonds étaient, voilà, dans le vent. Je lui décris ça quand même, et là elle me dit: «Écoute, c'est incroyable, ça fait 4 nuits d'affilée hem, de que je rêve de ce personnage, qui a été, brûlé vif, cette femme, De Jeanne d'Arc? de Jeanne d'Arc», voilà. Elle me dit: «Ça fait 4 nuits d'affilée que je rêve de Jeanne d'Arc». Incroyable. Donc ça, on l'invente pas, et je me suis rendu compte à force d'expérience que le fait de faire ça dans cet ordre-là, le fait que la personne constate qu'on a une expérience commune et partagée, Mmh. ça contribue à la somatisation, à l'effet placebo dont je parlais. C'est-à-dire à la croyance qu'effectivement, si on a vécu une expérience similaire, ça veut dire que la commande de guérison va agir, tu vois? Oui. Mmh. Et donc c'est hyper intéressant, et toutes les personnes sont pas, aussi réceptives les unes les autres. Donc des fois, il y a des expériences qui sont riches et d'autres qui sont pauvres. Et puis des fois, on voit des choses différentes, on n'a pas la même grammaire symbolique. J'explique, voilà, la D'accord. grammaire, ce que j'appelle la grammaire symbolique, c'est que, par exemple, pour moi, un symbole de lenteur, par exemple, pour moi, la tortue, c'est un symbole de lenteur. Mmh mh. Pour d'autres personnes, la tortue, c'est un symbole de protection, Ah oui, 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 c'est vrai. Mmh. tu vois? Donc dans le champ symbolique, on a des interprétations différentes. Donc, Différente. quand on va faire l'expérience d'une thématique, d'un sujet, on va voir des choses différentes et interpréter des choses différentes, voilà. Mais ça se trouve, Mmh. il se passe la même chose, mais avec une interprétation et une expérience Différente. différente. Oui, c'est comme une grille de lecture, différente, propre à chacun, en fait, c'est vraiment Complètement. ça. Je m'intéresse beaucoup au symbolisme, puisque Oui. ça m'outille, énormément pour comprendre, le voilà, et interpréter les visualisations des gens. Mmh. En tout cas, oui, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait encore en parler des heures. C'est vrai que je vois aussi le temps qui file, mais c'est vraiment passionnant. Je pense qu'on pourrait, en parler encore 2 heures. Mais je voulais revenir juste pour terminer cette enrichissante interview avec toi, justement, sur le thème des intuitions. Alors, en fait, par rapport au theta healing aussi, on parle beaucoup des intuitions. Ça nous permettrait justement de développer, ces capacités qu'on a tous en nous. Donc pour approfondir un peu ce sujet, ma question c'était comment, selon toi, nos intuitions peuvent être de véritables boussoles dans nos choix de vie? Mmh. Hem, alors déjà pour moi, alors l'intuition, j'en parle, des fois en séance de coaching, parce que j'ai des personnes qui parfois viennent me voir pour développer leur intuition. Et puis, dans les ouvrages que j'ai écrits sur la multipotentialité, l'intuition, pour moi, fait partie des clés de succès. Et donc j'ai fait des recherches sur l'intuition, et donc ce que j'ai compris, c'est que l'intuition, c'est une information, spontanée, qui n'est pas le fruit du raisonnement. C'est comme ça que je trouve, je l'explique le mieux. Voilà, information spontanée qui n'est pas le fruit du raisonnement. Donc c'est aussi des fois l'histoire du flash, puisque il y a une instantanéité, il y a une spontanéité, et il y a pas de corrélation avec un raisonnement mental, intellectuel, et cetera. Mmh, Donc d'accord. ça vient d'ailleurs. Bon, ça vient d'ailleurs, et donc ce qui est intéressant, c'est, de corréler ça à, la théorie de Jung, d'inconscient collectif, ou encore, de tout ce mouvement de pensée, scientifique et métaphysique, de la non-localisation de la conscience.
Mmh mh. C'est-à-dire de considérer que, la conscience n'est pas localisée, donc elle n'est pas, dans le corps. Comme dit Nassim Haramein, croire que l'âme et la conscience sont dans le corps, c'est et que le cerveau se suffit à lui-même, c'est aussi stupide que de croire que quand on regarde la télévision, les gens qui sont les acteurs, quand on regarde un film, les acteurs, voilà, en fait, ils sont dans la boîte en plastique, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'on va Tout à les fait. regarder, on va les sortir de la boîte en plastique. Non, en fait, il y a un récepteur, il y a un émetteur, il y a un récepteur, et puis il y a l'information qui circule. Bon. Donc, comme disait Tesla, tout est vibratoire, tout est ondulatoire. Donc il y a ce sujet pour moi du champ des possibles, hein. Donc, on sait en astrophysique et en physique quantique que la quasi-totalité de l'univers, c'est du vide. On a en fait cet éther qui est cet élément qui est tout sauf du vide, hein, où il y a tout le champ Mmh des mh. possibles. C'est à ça qu'on se connecte dans la vacuité en bouddhisme. Et Mmh. donc, selon les astrophysiciens, selon les discours, il y aurait entre 80 et 99 de vide dans l'univers. Et ce champ, on parle de champ morphique parfois, ou l'akasha, Mmh. eh bien, ce champ informationnel, eh bien, contient toute information sans limite de temps et d'espace. Et donc, pour moi, les intuitions, elles peuvent arriver effectivement dans notre vie de plein de façons différentes et sur plein de sujets, et on peut avoir des informations qui, de mon point de vue, viennent d'espace-temps variés, en fait. Voilà. Mmh. Des intuitions qui peuvent provenir du futur, et des intuitions qui peuvent être des souvenirs du passé, et peut-être pas d'une autre, mais du passé de quelqu'un d'autre, etc. Mmh. Pour moi, pour développer son intuition, j'ai trouvé que ce qui était le plus facile, en fait, c'était de pratiquer la méditation mindfulness, donc pleine conscience, la sophrologie aussi, heu, D'accord. le yoga. Donc en fait, tout ce qui est expérience à la fois respiratoire, kinesthésique, et voilà. Donc il y a un sujet paradoxal entre le rapport au corps et la connexion aux intuitions. Donc c'est comme s'il fallait mettre en paix le corps pour que l'antenne soit plus performante, pour capter ses Mmh. intuitions, en fait. Voilà. Donc c'est apaiser, en fait, le corps, donc à la fois se reconnecter à lui et à la fois s'en libérer. Donc il y a quelque chose comme ça d'antinomique, qui est expérientiel, et qui favorise clairement le développement de son intuition. Et en quoi donc les intuitions peuvent être des boussoles. Donc je t'expliquais en off tout à l'heure que voilà, pour moi, c'est en lien avec mes réflexions métaphysiques, et pour moi, c'est en lien effectivement au sujet de la rétrocausalité, dont parle notamment, on disait, Philippe Guillemant, et d'autres, hein. Comme Romuald Le Terrier aussi, qui a Mmh. écrit un très beau livre là-dessus sur Se souvenir du futur. Moi, j'aime beaucoup Romuald, et je trouve aussi très intéressant Philippe Guillemant, sachant que bon, ni l'un ni l'autre a la paternité de la rétrocausalité, hein. C'est un sujet qui existe depuis longtemps, mais j'adore la façon dont il l'aborde. Et la rétrocausalité, c'est ce paradigme qui dit que pourquoi pas considérer que la conséquence crée la cause, et que le futur crée le passé. Donc c'est un paradigme, donc voilà, on y adhère ou pas, mais si on fait, comme dit Étienne Klein sur le récit de la vie d'Albert Einstein, c'est cette idée, quand on est chercheur, de faire une expérience de pensée. Heu, la théorie de la relativité, et cetera, et même les pères de la physique quantique, les grandes équations de physique quantique ont vu le jour grâce à des expériences de pensée. C'est juste, comme dit Étienne Klein, juste se dire: «Et si, et si on imaginait que je vis ceci ou cela?» Bon. Mmh. Et donc, et si j'imaginais que c'est possible, hein? Dans ce cas-là, j'adhère au paradigme que la conséquence peut créer la cause, et que le futur peut créer le passé. Si j'adhère à cela, comment je peux comprendre le monde? Comment je peux comprendre les intuitions? Et là, du coup, on peut faire plein d'hypothèses nouvelles qui sont très intéressantes et qui peuvent amener à créer des expériences. Romuald Le Terrier a créé un protocole de création de synchronicité, D'accord. qui, pour certaines personnes, fonctionne très bien, et c'est assez troublant. Donc, il explique très bien. Et donc, pour moi, il y a un sujet entre intuition et rétrocausalité, parce que développer son intuition,
ça permet d'avoir plus facilement conscience des synchronicités qui nous arrivent. Donc comme dit Philippe Guillemant, des coïncidences chargées de sens. Et moi, ma croyance, ma théorie, c'est que je pense que quand on prend une décision, quand on fait un choix de vie ou un choix de projet, un choix de relation, un refus, une acceptation, quand on fait un choix de vie important, à partir d'au moins 3 synchronicités convergentes, c'est-à-dire 3 synchronicités qui racontent la même chose, je pense qu'en fait, on fait un saut quantique intégral, instantané, à une vitesse, qui ne permet pas, d'en prendre conscience. Quand je dis saut quantique intégral, ça veut dire qu'on change d'embranchement, Mmh. spatio-temporel, voire, d'univers, instantanément et intégralement. Intégralement, c'est le corps, la conscience et l'âme. D'accord. Ça, c'est ma théorie, dont je te parlais et qu'il faut 3 heures pour raconter. Voilà et donc qui soulève, des sujets de recherche, que sont les théories des multivers, la mécanique quantique, la rétrocausalité, et l'espace-temps. Donc c'est un sujet complexe. Mais en tout cas, pour moi, l'intuition permet de développer son intuition, ça permet de mieux capter les synchronicités et potentiellement de mieux piloter, son futur. Voilà. Mmh. Vaste sujet, mais en tout cas, merci beaucoup pour déjà ces explications, Frédéric et puis bien sûr, tu en parles aussi, enfin on pourra en parler longuement, mais c'est un sujet, voilà, qui te passionne, on le sent, au travers de l'interview. On a bien senti que tu étais vraiment un vrai passionné, un explorateur aussi de l'être humain dans toutes ses dimensions. Et Merci. donc, bien sûr, pour les personnes aussi qui souhaitent, en savoir plus, sur, tes activités, je mettrai bien sûr, ton site internet, en bio pour les personnes qui souhaitent te contacter. Je sais que tu fais aussi des soins qui se font à distance, c'était ma question. Oui. Est-ce que les soins peuvent se faire aussi à distance? Oui? Le soin Theta Healing peut se faire à distance. Oui. Oui. Oui, oui. Donc, si voilà, je mettrai aussi ton adresse, mail, si tu le veux bien, pour, les personnes, qui souhaitent te suivre. Tu es aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et en tout cas, un grand merci. Juste un petit dernier mot de la fin, Frédéric, c'est ce que je propose toujours aux invités, pour clôturer cette émission. Qu'est-ce que tu voudrais partager? Un mot, une phrase, aux auditeurs et aux auditrices? Ce Hem, que tu veux. eh bien, ce que j'aurais envie de partager, c'est une croyance que j'ai par rapport à mes recherches. À un moment donné, je suis arrivé à la conclusion, mais qui est une conclusion, probablement éphémère, qu'en fait, la notion d'amour, inconditionnel, et la notion d'énergie et la notion de conscience, heu que ces 3 concepts, en fait, sont exactement la même chose. C'est-à-dire que la conscience, l'énergie et l'amour, heu, ce sont 3 notions qui finalement, constituent un seul et même élément, en fait. Mmh. Et ça, c'est ce que j'ai envie de partager parce que, intellectuellement et de façon expérientielle, je trouve que, interroger ça, ça peut vraiment changer le regard sur des expériences, voilà, de vie, sur des, voilà, sur des phénomènes, sur des sensations, des expériences qu'on a pu vivre et sur la façon d'appréhender la vie, sur la philosophie, qu'on a de vie. Considérer qu'effectivement conscience et énergie, c'est la même chose et que l'amour, finalement, c'est la même chose. Hem, Mmh. bah, du coup, on porte une responsabilité, différemment dans nos relations et dans notre rapport, à la vie, je trouve. Mmh. Voilà mon mot de la fin. Mmh. Bah, merci infiniment Frédéric et puis merci, à tous les auditeurs, qui auront écouté cet épisode. N'hésitez pas aussi à partager, que ce soit un ami, un collègue, un membre de la famille, si ça peut juste faire du bien. Voilà, c'est vraiment, tout l'objet aussi, de cette émission. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et puis Frédéric, à bientôt. À bientôt, merci Evelyne.